Bonjour à tout le monde. On va faire rentrer petit à petit les personnes qui sont en salle d'attente. Merci à toutes les personnes qui travaillent avec moi aussi pour l'organisation de ces ateliers. C'est beaucoup de travail. Eh bien, nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Iris Chabrol de PKF, dont je vais vous laisser vous présenter, mais qui va globalement animer cet atelier sur un sujet qui nous concerne tous, qui est la CSRD et globalement comment s'y préparer à l'avenir, avec un focus sur la matrice de double matérialité, qui va faire notamment notre spécificité à l'européenne, puisqu'on va pouvoir aborder ces sujets un peu plus tard. Je vais laisser la parole en espérant qu'Émilie a pu nous rejoindre dans son timing serré. Merci. Alors, vous étiez pas au courant, mais on a invité des invités surprises à cet atelier qui ont la gentillesse de bien vouloir témoigner. Donc, merci beaucoup à Fanny et Émilie de prendre la parole sur des sujets où finalement, c'est assez délicat de prendre la parole puisque peu d'entreprises se sentent prêtes en ce moment sur ces sujets-là et c'est normal. Iris, je vais te laisser l'honneur de... Merci Charles. Écoute, donc moi rapidement, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec l'ensemble des participants. On va aborder un sujet qui effectivement est un des sujets chauds depuis plusieurs mois, hein, c'est pas que de cette rentrée. Moi, ça fait 10 ans que je suis ces sujets du reporting et de la communication extra-financière et que j'accompagne des groupes plus ou moins de la PME à la grosse ETI, je dirais, parfois cotés sur ces thématiques-là. Et donc, on a une vision d'ensemble de l'évolution de la réglementation et puis des problématiques en interne. Et donc, je pilote l'activité conseil et audit durabilité dans un cabinet de conseil et d'audit qui s'appelle PKF Arcilon. On est 850 en France, pour info. Voilà, Lucie, je t'en prie. Merci Iris, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis associée chez Positive Company et en charge d'accompagner nos entreprises à progresser dans leur performance de durabilité. Et notamment, je vais vous parler aujourd'hui de matrice de double matérialité. Fanny, est-ce que tu as pu nous rejoindre? N'hésite pas à prendre la parole. J'ai vu Fanny tout à l'heure qui s'est connectée. Ouais. Ah, d'accord. Alors peut-être que le micro est éteint, Fanny, parce qu'on a éteint les micros de tout le monde tout à l'heure. Oui, pardon. Excusez-moi, mon micro est en effet éteint. Bonjour à tous. Moi, je suis Fanny Deloche, je suis la responsable RSE Group chez Reworld Media. Je suis dans l'équipe de Laetitia Kay, qui est la directrice administrative et financière et directrice RSE du groupe. Et je suis en poste depuis le 1er avril 2023. Merci beaucoup, Fanny, de prendre part à cet atelier. Et Émilie a pu nous rejoindre ou pas encore? Elle est peut-être entre deux réunions. A priori, pas encore. Donc, on laissera Émilie la... Si, c'est bon? Si, Émilie vient de se connecter. Ah, super. Elle vient de se connecter. Juste à temps. C'est parfait. Bonjour, Émilie. On est tous connectés et on te laisse si tu veux bien te présenter. J'arrive pile au bon moment, visiblement. Exactement, c'était pile maintenant. Bonjour à tous, excusez-moi du retard. Donc moi, je suis responsable des actions RSE et développement durable à l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, à la RPP. Oui, et donc moi, Charles Rimarnia, je suis le fondateur de Positive Company qui réunit tout le monde aujourd'hui. Alors, on va parler aujourd'hui, on a un agenda qui est relativement léger parce que le but, c'est clairement d'avoir du temps de questions-réponses à la fin. Mais déjà, merci à nos intervenantes de pouvoir témoigner de ce que vous faites en ce moment. Donc, on va avoir un premier big picture, comme on dit, sur le contexte de la CSRD, d'où ça vient, quelles sont les intériorités à cette nouvelle réglementation. Et puis, on va voir dans un deuxième temps comment s'y préparer concrètement, avec évidemment toute l'humilité qu'on peut avoir derrière tout ça, parce que les textes sont encore très chauds, j'ai envie de dire, et pas forcément complètement entérinés. Et puis, on aura les témoignages effectivement de la RPP et de Reworld Media, qui sont deux sociétés de taille très différentes. Donc, c'est aussi intéressant de voir que finalement, à la RPP, vous êtes combien, Émilie? J'ai plus le chiffre en tête, mais moins de 50, non? 25. 25, voilà. 25. Donc, vous êtes 25 et chez Reworld, du coup, Fanny, vous êtes combien? On est 1200 à peu près. 1200 aujourd'hui, et demain, quand vous aurez fait encore une acquisition, ce serait 1400, et puis après, demain, encore une autre. On connaît Reworld, c'est exponentiel dans les mois qui viennent. Et puis, on terminera, comme je vous disais, par une phase de questions-réponses. Alors, ma première question s'adresse évidemment à Iris. Il existait une directive européenne il y a quelque temps, qui était en application,
Et en voilà donc une nouvelle. Quels sont les constats déjà sur l'ancienne directive NFRD? Donc effectivement, il y avait la Non-Financial Reporting Directive qui a été écrite en 2017, puis transposée en France et dans les différents États membres. Elle s'applique toujours aujourd'hui, hein, l'Europe a posé plusieurs constats sur ces dernières années sur cette directive. Alors, les principaux, c'est qu'il y a effectivement eu beaucoup de marge de manœuvre qui étaient laissées aux États pour la transposition de cette directive. Et du coup, il y a eu pas mal de différences de transposition dans les différents États membres, ce qui, pour nous, Français, a peut-être peu d'importance, quoique on est quand même en concurrence, hein, tous, mais qui pour la Commission européenne est très important. Et notamment, il y a eu des différences sur le fait de faire auditer ou pas la déclaration de performance extra-financière, qui était donc le rapport qu'il fallait publier en application de cette directive NFRD. La France avait décidé de transposer avec cette obligation d'audit par un tiers indépendant, alors qu'il y a beaucoup d'autres pays, d'autres États membres, qui n'ont pas décidé de transposer cette option d'audit de la DPEF. Donc c'était déjà un point important, notamment pour la fiabilité des données, concrètement. Ensuite, en France, on a aussi pris l'option en transposant de faire que cette DPEF devait être annexée au rapport de gestion annuel de l'entreprise ou au rapport sur la gestion du groupe pour les groupes qui publient des comptes consolidés, ce qui est la plupart du temps le cas quand on est soumis à la DPEF. Et donc ça, c'est aussi un élément important parce que le fait que ce document, cette DPEF, elle soit annexée au rapport de gestion, c'est enfin un document qui fait partie du juridique annuel d'une entité et qui est donc est beaucoup plus facilement accessible, disponible. Donc c'est aussi une option importante qui a été retenue dans la CSRD comme obligatoire. Puis il y a eu aussi un sujet de champ d'application, c'est-à-dire que les directives, en fonction de comment elles sont écrites et des actes délégués qui vont avec, le droit européen a ses subtilités que je maîtrise très partiellement, mais en tout cas, il y a des éléments qui sont laissés à la main des États membres également sur le champ d'application. Et on avait vu en France à l'époque, si certains avaient suivi le sujet, qu'au moment de la transposition, certaines formes juridiques de tête de groupe avaient été exclues de l'application de cette directive. Et donc tous les groupes qui dépassaient les seuils en nombre, mais pour lesquels la tête de groupe avait la forme juridique d'une SAS, n'étaient pas dans le champ d'application de la NFRD et donc n'étaient pas obligés de publier une déclaration de performance extra-financière. Ce qui paraît incroyable avec le recul aujourd'hui. Ce qui paraissait assez incroyable à l'époque, hein, mais voilà, c'est la transposition qui avait été faite par le gouvernement à ce moment-là. Donc ça convenait clairement. En tout cas, c'est pas que la transposition en France convenait pas à l'Europe, hein, je n'irai pas jusque-là du tout, mais c'est simplement qu'il y a un moment, quand on fait des directives européennes, c'est quand même aussi pour qu'il y ait une certaine homogénéité dans l'application. Ce qui a été constaté aussi, c'est une hétérogénéité d'application dans les différents groupes européens qui étaient soumis. C'est-à-dire que après les différences de transposition, il y avait des groupes qui étaient soumis et tout le monde n'appliquait pas la directive de la même manière. Soit de manière partielle, soit avec une interprétation, on va dire, des textes spécifiques, parce que les textes étaient peu détaillés en fait. Et aujourd'hui, quand on écrit sa déclaration de performance extra-financière, finalement, on a très peu d'éléments auxquels se rapporter pour encadrer le travail qu'on fait et ce qu'on écrit, les indicateurs qu'on fait remonter au niveau du groupe, et du coup les informations qui sont d'une part attendues par le législateur et d'autre part attendues par nos parties prenantes. Donc cette variété, cette hétérogénéité dans l'application, c'était aussi un problème relevé par la Commission européenne. Donc du coup, tu me donnes une super intro pour ma prochaine question, qui est d'où la volonté de l'Europe d'une nouvelle directive et donc quels sont les principaux objectifs de l'Europe avec ce nouveau texte? Alors très clairement, comme on le voit sur la page suivante, on est dans un contexte bien particulier, qui est que l'Europe a annoncé la neutralité carbone en 2050. Donc c'est le fameux Green Deal européen. Alors on va pas se lancer sur un débat sur qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone, il y a peut-être un webinaire Positive Company dessus. Mais en tout cas, c'est le contexte dans lequel l'Europe se positionne. Et elle a une volonté très claire qui est de faire bouger le système financier européen vers une stratégie de finance, une stratégie financière, de place financière en fait, plus durable. Alors d'une part, en contraignant le système financier avec une directive qui leur est propre, qui s'appelle la SFRD, donc pas celle dont on parle aujourd'hui, mais qui vient s'imbriquer, c'est des dispositifs qui s'imbriquent pour fonctionner ensemble, et aussi en fournissant du coup aux acteurs du système financier européen, donc principalement les banques et les fonds en gros, en leur fournissant des informations pour qu'ils puissent orienter leurs flux financiers
comme l'Europe leur demande, c'est-à-dire vers des groupes, des activités et des groupes qui opèrent leurs activités de manière plus durable. L'objectif global de l'Europe, c'est de favoriser la pérennité du tissu économique européen pour stabiliser l'économie européenne et la solidifier face aux impacts du dérèglement climatique et des dérèglements sociétaux, on pourrait dire, qui ont bien commencé déjà et qui ne vont pas manquer de continuer dans les années qui viennent. Il y a aussi une volonté plus normative de l'Europe qui est d'assurer l'interopérabilité avec les référentiels internationaux. C'est-à-dire qu'on a parlé de la NFRD, donc la directive précédente qui s'applique encore et qui avait donné naissance à la déclaration de performance extra-financière. Il y a d'autres types de reporting qui existent. On pourrait parler de la GRI ou du reporting intégré, par exemple, qui sont des reportings internationaux, mais qui ne sont pas liés à des pays en particulier. Ce n'est pas des réglementations qui s'appliquent. Il y a des pays qui ont pu les utiliser, s'en inspirer fortement, mais ce n'est pas des réglementations obligatoires. Or, il y a aussi une dynamique, du coup, en parallèle de cette nouvelle directive Corporate Sustainability Reporting Directive, donc la CSRD, il y a une dynamique dans d'autres pays et donc internationale. Et il y a donc une nécessité pour l'Europe que les textes européens soient interopérables avec les autres textes, notamment les textes écrits aux États-Unis par l'ISSB. Dont Patrick Faber, Faber, j'ai oublié son prénom, et à la direction, il me semble. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. OK. Voilà. Donc ensuite, on peut aborder du coup les principales nouveautés de cette CSRD, comparées à ce qu'on connaissait jusque-là. Donc on peut changer de page et on va voir que on a parlé de l'homogénéité, qui est évidemment un objectif d'application de l'Europe, et un objectif très clair de comparabilité. Ça, c'est un vrai changement de paradigme, parce que quand on publie une DPEF, finalement, les groupes ont la main assez libre sur de quoi est-ce qu'ils vont parler dans leur DPEF, c'est-à-dire quels thèmes ils vont sélectionner. Ils doivent évoquer leurs principaux risques, c'est comme ça que le texte de loi le dit, et ils sélectionnent leurs principaux risques. Et ensuite, ils déroulent en quelque sorte les politiques, les actions, les indicateurs sur ces risques-là. Là, on va être dans un objectif de comparabilité beaucoup plus fort et donc il va falloir avoir une manière de sélectionner les informations et de catégoriser aussi les informations beaucoup plus homogène et donc beaucoup plus normée. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a la directive et puis il y a les normes SRS qui viennent encadrer ce qui va être contenu dans le rapport de durabilité, qui est donc le document obligatoire en application de cette CSRD. Un autre changement très important, c'est le principe de double matérialité, dont Lucie vous parlera de manière plus détaillée, mais qui va venir également bousculer, moi je trouve, la manière dont les entreprises appréhendent leurs risques, parce que concrètement, jusqu'à maintenant, moi quand j'entendais parler risques dans une entreprise depuis 20-25 ans que j'accompagne des boîtes, c'était quels sont les risques qui pèsent sur moi, entreprise, et sur mes activités. Et là, on va voir que ça va dans l'autre sens aussi, comme le montrent les flèches sur ce petit schéma. Ensuite, les autres principales nouveautés, c'est évidemment un champ d'application élargi, puisque en termes de forme juridique et en termes de seuil, on est sur des éléments bien différents de ceux de la directive précédente en France. Et on va avoir également un gros changement sur la partie périmètre, puisque aujourd'hui, quand on fait sa déclaration de performance extra-financière ou son rapport RSE, d'ailleurs, qui est une publication, on va dire, non obligatoire, on parle souvent des principales activités au sein du groupe. Clairement, l'obligation, c'est de couvrir l'ensemble du périmètre du groupe, l'ensemble du périmètre des comptes consolidés du groupe. Et là, ce qu'il va y avoir dans l'application de la CSRD et des ESRS, c'est aussi une application qui va sortir, qui va vraiment inclure la chaîne de valeur de manière beaucoup plus claire et de beaucoup plus obligatoire et normée que ce que c'était que précédemment. Et donc, il va falloir aller chercher des informations dans la chaîne de valeur amont et dans la chaîne de valeur aval. Ça, c'est une nouveauté qui est aussi un sacré challenge pour mettre en place les reporting pour les groupes. Au niveau de l'audit, il y a aussi un changement. Alors, donc en France, on avait déjà un audit obligatoire, ok. Par contre, ce qui va se passer, c'est que dans les années qui viennent, il va y avoir un niveau d'assurance, c'est-à-dire un niveau de fiabilité de l'opinion d'audit qui va augmenter. Et donc, on va passer dans quelques années à un niveau d'audit plus exigeant que ce qu'on a aujourd'hui.
Ça va dans une dynamique claire de l'Europe qui est que, comme on l'a dit précédemment, elle veut que les marchés financiers disposent d'informations pour orienter les flux financiers. Et pour disposer de ces informations, il faut non seulement qu'elles soient homogènes et comparables, mais il faut aussi qu'elles soient fiables. Parce que si on base des prises de décision sur ces infos, il faut absolument qu'elles soient fiables. Or, ce qu'on constate quand même depuis 10 ans, c'est que les infos extra-financières sont souvent, quand même, pour le dire poliment, avec quand même pas mal d'erreurs, hein, concrètement. Et il y a une tolérance dans les groupes sur la marge d'erreur qu'on a sur les informations extra-financières qui va devoir évoluer dans les années à venir, parce que l'exigence des auditeurs va s'accroître pour répondre aux besoins du secteur financier qui va avoir besoin d'avoir des chiffres vraiment fiables. Donc ça, c'est aussi un changement alors qu'on va pas voir, dont on va pas voir les effets tout de suite, mais ça sera dans quelques années. En termes de format, on sera sur un rapport de durabilité qui sera toujours fera partie du rapport de gestion, comme la DPEF précédemment. Par contre, là, ça sera le cas dans tous les États membres. Et il va aussi y avoir un autre enjeu dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui sera le format électronique européen XHTML, c'est-à-dire la nécessité de pouvoir que le rapport de durabilité soit traité numériquement, informatiquement, et que les données soient directement traitées par la machine concrètement. Il y a un tagging qui va être fait par l'Union européenne et par l'EFRAG, mais qui n'est pas encore sorti. C'est pour ça qu'on n'abordera pas ce sujet en détail aujourd'hui. En termes de calendrier, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais l'application, c'est les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 ou à compter du 1er janvier 2025, en fonction de si est-ce qu'on est si l'entreprise, le groupe est déjà une EIP soumise à la directive précédente ou pas. Puis 2026 pour les PME, avec des mesures transitoires d'application pour certains indicateurs, certaines informations demandées par les ESRS et la CSRD. Le dernier point, c'est un point qui est très important en fait, c'est que on est sur une obligation de communication transparente et non pas sur une obligation d'action dans le rapport de durabilité. Donc, ce qui est obligatoire, c'est de communiquer sur toute une liste de thèmes qui auront été listés comme matériels pour le groupe et pour ses activités et sa chaîne de valeur. Communiquer dessus, ça veut dire expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme indicateur, qu'est-ce qu'on récolte comme information, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire agir. Donc, si sur une thématique qui est listée comme matériel, on a finalement peu de prise en main stratégique par la gouvernance, peu de politique à date, etc., on est du coup contraint de le dire, de l'expliquer, éventuellement de présenter un plan d'action. Mais ça sera conforme comme réponse. C'est ça ce que j'essaye de dire. C'est que l'obligation, elle est là, et donc la conformité, ça sera ça. Ça sera de communiquer sur les thèmes. Après, évidemment, à partir du moment où on communique sur un thème qui est jugé matériel en n'ayant pas beaucoup de choses à dire sur ce qui est d'ores et déjà en place, ça nous stimule tous collectivement pour mettre en place des choses, et c'est bien là l'intention de l'Union européenne. L'intérêt aussi, c'est qu'on va avoir des indicateurs communs qui vont pouvoir derrière d'avoir des moyennes sectorielles, etc., sur lesquelles les entreprises vont pouvoir aussi se benchmarker et donc accélérer aussi en fonction notamment de la concurrence. Hein. Tout à fait. Grâce à la comparabilité offerte, qui va être permise par l'application des normes ESRS, l'application précise des normes, du coup, on aura ça, cette possibilité de se comparer. On a une question, je crois, Isabelle, un quiz qu'on voulait partager avec les participants. Vous voulez être certain que tout le monde ne dorme pas devant ce webinaire technique. Du coup, on va vous rendre interactif, on va faire un peu d'interaction pendant ce webinaire. Et donc, on va une petite question qui devrait s'afficher si la technique fonctionne avec nous aujourd'hui sur votre écran. Je la lirai aussi parce que sur les formats replay. Hein, comment? Vas-y. Oui, est-ce que ça s'affiche? Pas moi, en tout cas. Mais, elle s'affiche. Ah oui? C'est peut-être parce que je suis en mode partage. Est-ce que tu peux la lire du coup, Iris, si tu veux bien? Alors, quels sont les 3 seuils à partir desquels la CSRD s'applique pour les entreprises? Attention, il suffit de dépasser 2 des 3 seuils pour que la CSRD s'applique. Sachant qu'il y a une subtilité, dans la directive précédente, il fallait dépasser le seuil d'effectif de manière obligatoire et un des 2 seuils entre le chiffre d'affaires et le bilan.
Là, on est bien, comme la question est correctement formulée. Là, dans la nouvelle directive, c'est bien 2 des 3 seuils, quels qu'ils soient. Ne voyons pas les sondages parce que je suis en partage Il y a d'écran. 7 réponses. 7 réponses, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a 203 personnes qui dorment. Ok, on va laisser encore 10 secondes et on peut peut-être donner la réponse. Allez, c'est pas une question difficile, hein, de toute façon. Mais ce qui est Il y a intéressant, en fait, 54 réponses. Très bien. Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est de constater à quel point les seuils sont abaissés. C'est-à-dire que le seuil d'effectif, il est divisé par 2. En fait, le premier choix, c'est les seuils de la directive actuelle, donc de la NFRD. Donc 100 millions de chiffre d'affaires ou 100 millions de total bilan et plus de 500 personnes d'effectifs, sachant que c'est évidemment des informations qui sont à examiner sur un plan consolidé pour savoir si on est soumis ou pas. Les seuils de la nouvelle directive CSRD, c'est le choix du milieu, la deuxième réponse. Donc 40 millions de chiffre d'affaires ou 20 millions de total bilan ou 250 personnes d'effectifs consolidés. Donc on est sur une diminution drastique des seuils, qu'ils soient effectifs ou financiers. Et en parallèle de ça, en France, on inclut maintenant, enfin, les SAS sont également concernés. On n'a pas abordé le sujet de filiales, maison mère, etc. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point là-dessus? Le point, il est simple, c'est que c'est l'ensemble du périmètre consolidé qui est concerné. En fait, c'est la mère, c'est la société mère du groupe, la société tête du groupe qui porte l'obligation pour le groupe. Ok ? Il y avait une exemption dans la directive actuelle. L'exemption va continuer à s'appliquer pour les filiales qui éventuellement individuellement dépasseraient les seuils. À partir du moment où la société mère fait un rapport de durabilité pour l'ensemble du groupe, alors les filiales qui sont soumises individuellement sont exemptées d'en faire un sur leur propre périmètre. Ça veut dire que des multinationales, donc internationales, seraient sujettes à ce reporting extra-financier. Oui. Ce qui est quand même une révolution. C'est-à-dire qu'à ce jour, c'était pas le cas, il me semble pas. Alors, si tu avais une tête de groupe SA en Europe, tu étais soumis, c'était une tête du groupe européen. Oui. Tu étais soumis à la DPEF. Voilà. Après, ce qu'il va y avoir dans la directive là, dans les seuils d'application, dans la nouvelle directive, c'est qu'il va aussi y avoir une obligation qui va s'appliquer pour les groupes internationaux qui ont des établissements et une activité en France via éventuellement des sociétés qui ne sont pas positionnées en Europe. Donc, ça va effectivement s'appliquer de manière plus largement aussi aux groupes internationaux qui opèrent sur le territoire et sur le marché européen. Parfait. Je pense qu'on peut stopper la question. Le quiz est passé déjà, excusez-moi. Pardon. Ouais. Du coup, on va rentrer plus dans le détail sur comment concrètement se préparer à la CSRD. Ouais. Donc, on a essayé de découper en étapes, hein, parce que quand on a un problème devant soi, finalement, avoir plusieurs petits problèmes, c'est plus facile à résoudre qu'un gros. On accompagne plusieurs groupes à réfléchir chacun à l'aune de leur spécificité à comment aborder les différentes étapes. Alors la première, elle est évidente, hein, c'est déterminer son éligibilité et son calendrier d'application du coup. Il peut y avoir des subtilités dans certains cas pour certaines activités, mais il y a quand même dans 98% des cas une espèce d'évidence facile à répondre. Ensuite, il y a réaliser un état des lieux de ces pratiques RSE. Ça peut paraître un peu évident, mais même des groupes qui réalisent leur DPEF depuis plusieurs années et qui donc ont une stratégie RSE un peu structurée et un reporting en interne, finalement, réaliser cet état des lieux, ça va aussi chercher des informations plus larges que celles qu'ils mettaient dans leur reporting actuel. Et comme le reporting futur, le rapport, pas que le reporting en termes d'indicateurs, hein, mais le rapport en termes de documents rédigés, le rapport de durabilité, va être plus large que les rapports qu'on pouvait produire précédemment, qu'ils découlent d'une obligation réglementaire comme la DPEF ou que ce soit une initiative de l'entreprise. Comme ça va être plus large, c'est intéressant et ça apporte de faire cet état des lieux plus large de ce qui existe au sein du groupe et de l'entreprise. Et à ce sujet, je me permets juste de rebondir sur le fait que nos référentiels aujourd'hui dans le cadre du label Positive Company sont gratuits et accessibles auprès de tout le monde en se connectant
auprès de notre site en créant un compte et en allant sur nos référentiels. Et pour information, on a un groupe de travail dont PKF fait partie, mais d'autres cabinets aussi, qui est prévu, si je ne dis plus de bêtises, en novembre, sur la refonte notamment ou la mise à jour de nos référentiels pour intégrer de plus en plus ces sujets de CSRD, pour qu'ils soient le plus proches et le plus conformes possible, pour que dans le cadre d'une labellisation avec nous, vous soyez aussi conforme à ces enjeux réglementaires de reporting. Voilà. Donc c'est juste pour information, n'hésitez pas aussi à aller vous créer votre compte sur notre plateforme. Du coup, cet état des lieux, c'est important qu'il soit, comme on le disait tout à l'heure, sur l'ensemble du périmètre consolidé. Donc l'ensemble des sites, l'ensemble des activités, l'ensemble des zones géographiques et en partie sur les interactions avec la chaîne de valeur aussi, comme je le disais tout à l'heure. L'objectif, c'est de mieux appréhender du coup la façon dont le groupe, les équipes se sont saisis de la RSE et de l'ensemble des actions qui existent, qui sont d'ores et déjà en place. Ça a aussi une vertu, ça c'est l'expérience qui parle, c'est d'homogénéiser au sein des personnes en charge de la gouvernance la connaissance de comment est-ce que justement la RSE se traduit à date dans leur groupe. Parce qu'il y a parfois des connaissances pas forcément homogènes concrètement de ces sujets-là. Et donc c'est aussi un bon moyen de mettre tout le monde à jour sur ces informations-là. Et ça permet du coup de démarrer aussi la sensibilisation au fait que le groupe va bouger dans les mois qui viennent du fait de cette directive et peut-être du fait d'une dynamique plus large et d'une volonté plus large de la gouvernance. Et que donc ça commence aussi par réanimer un peu un état des lieux global de ce qui existe. La troisième étape, ça va être de former et sensibiliser la gouvernance et les équipes. Concrètement, il est essentiel que la gouvernance et que l'ensemble des équipes qui vont être appelées à contribuer à ce rapport de durabilité soient sensibilisées au contexte européen, à l'importance que ça a pour votre groupe et comment est-ce que vous avez déjà pu détecter que vos parties prenantes vous sollicitent sur ces sujets-là. Il y a déjà des parties prenantes évidemment qui posent des questions, que ce soit des clients grands comptes qui, eux, ont pris le sujet, comme toujours, le CAC 40 et autres prennent les sujets très en amont, donc sont déjà en train de travailler avec leur chaîne de valeur, donc leurs fournisseurs, principalement, sur ces infos-là. Donc, il y a déjà des clients qui posent pas mal de questions dans les appels d'offres. Quand on travaille avec le public aussi, il y a beaucoup de questions dans les appels d'offres qui s'étoffent ces derniers temps. Les partenaires financiers sont également attentifs de plus en plus au sujet carbone, mais pas uniquement, que ce soit pour conditionner des financements ou conditionner des taux d'intérêt. Iris, je suis désolé, je suis en charge du timekeeping. On avance un petit peu. Si on veut bien passer sur la quatrième étape. Ouais. Merci. Donc voilà, formation, sensibilisation essentielle, un levier d'engagement pour la suite et la nécessité du coup de rendre compte aussi dans le rapport de la durabilité de la compétence de la gouvernance sur ces sujets RSE durabilité et de comment est-ce qu'ils sont impliqués dedans. Donc ça sera aussi un outil pour la suite. On va aussi identifier les thématiques matérielles pour son entreprise, ce qui va passer par la formalisation de son modèle d'affaires quand ça n'est pas encore fait, et évidemment par la réalisation d'une matrice de double matérialité. Lucie. Merci Iris. Il y a un petit quiz à faire, cette partie, en effet, on va parler du vocabulaire. Et donc, il y a un petit quiz qui vous attend. Et on a déjà, normalement, vous aviez eu la réponse avant, donc a priori, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Mais c'est le changement principal apporté par la CSRD. En effet, on parle maintenant de... Tout le monde a la bonne réponse. On parle maintenant de matérialité d'impact et de matérialité financière. Juste pour redire la question, Lucie, excuse-moi, parce que ça ne s'affichera pas dans le replay et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui appuient sur le replay. Donc la question, c'était quelles sont les matérialités auxquelles fait référence la CSRD dans la notion de double matérialité. Donc c'est la réponse A. Vous avez gagné 100 millions d'euros. Donc on parle maintenant de double matérialité. Matérialité financière, c'était la matérialité simple qu'on pouvait avoir avant. Quand on parle de matérialité financière, ça engendre des potentiels risques et opportunités associées. Et quand on parle de matérialité d'impact, ça va être toutes les incidences des activités de l'entreprise sur les enjeux sociaux et environnementaux, qui peut donner lieu à des impacts positifs
ou des impacts négatifs. Donc concrètement, par exemple, si je suis une entreprise du secteur de la presse, la matérialité simple, c'est que, en effet, les questions de déforestation vont amener à des pénuries de papier ou voire des augmentations du prix du papier. Donc, ça va impacter ma matérialité financière. Je vais payer mon papier au prix le plus fort. Et comment, à mon échelle, à mon niveau, je peux agir pour justement participer à la reforestation, acheter du papier labellisé, produit de façon plus responsable, et du coup réduire mon impact environnemental associé. Donc, c'est vraiment voilà cette double matérialité dont on parle aujourd'hui. Et au-delà de cet exercice de conformité pour aller vers la CSRD, quel est finalement l'intérêt de faire cet exercice? Il y avait déjà un intérêt fort de faire une matrice de simple matérialité. Mais là, ce nouveau prisme va pousser les entreprises et c'est pour ça qu'on vous invite à le faire aussi, quelle que soit votre taille, parce que c'est important d'analyser. En tout cas, c'est un exercice qui permet d'analyser ces méga tendances, de pouvoir projeter aussi son entreprise à 3, à 5, à 10 ans et mieux maîtriser les risques et les opportunités et puis ces impacts qu'on a sur la planète. Être à l'écoute aussi des attentes de son marché, de ses partenaires, de ses salariés. Et comme l'a dit Iris, le périmètre aussi évolue puisque ça va être aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et nous, on le voit dans l'exercice de la labellisation puisqu'on interroge systématiquement les parties prenantes. Ça permet vraiment de prioriser ces engagements RSE en fonction des attentes et de la réalité du terrain. Ouais, si je me permets juste, Lucie, d'intervenir. Aujourd'hui, en tant que Positive, on réalise pas mal de matrices de double matérialité, notamment par rapport à cette expertise qu'on a développée depuis des années sur les enquêtes auprès des parties prenantes et donc qui est devenue une vraie expertise, quoi. On le fait notamment, ce qui est intéressant, avec des groupes qui ont une aura aussi internationale, comme le groupe Labrador, avec qui on a démarré la semaine dernière. Ce qui était très étonnant dans ce contexte de démarrage de projet, c'est qu'on avait aussi des interlocuteurs aux États-Unis qui étaient spécialisés en RSE et qui étaient extrêmement friands de ce retour d'expérience qu'on est en train de créer avec eux et avec ces enquêtes qu'on est en train d'envoyer, et cette notion de double matérialité qui fait vraiment notre spécificité en Europe et notre savoir-faire, j'ai envie de dire, sur ces sujets-là. Voilà. Donc, quelles sont les grandes étapes? Et en effet, pour y répondre, on a bâti une méthodologie en plusieurs étapes, une méthodologie qui est amenée à bouger de chaque semaine, je dirais même, parce que, comme le disait Charles et Iris en introduction, l'acte délégué a été publié fin juillet sur la CSRD, et puis l'EFRAG publie aussi des guidance qui permettent d'expliquer concrètement comment appliquer la CSRD, et la guidance sur la matrice de double matérialité est sortie fin août. Et on pourra vous envoyer toute la matière si besoin. Et là, tu peux changer de slide, Charles. Donc concrètement, comment on met en place un projet de double matérialité? Je vais le faire rapidement, comme ça Émilie aussi pourra prendre la parole pour vous donner un exemple concret. Donc la première étape, c'est de constituer une équipe projet. Généralement, on a les fonctions, la fonction RSE si elle existe, on intègre les RH puisque on va forcément intégrer les salariés dans cette démarche. On intègre le marketing, la communication, en tout cas les fonctions qui sont en relation avec les clients ou les partenaires de l'entreprise. Et on intègre aussi la direction financière pour apporter cette question de matérialité financière. La deuxième étape, c'est de réaliser un état des lieux, mieux appréhender quels sont les impacts, quels sont les risques et les opportunités associés. Et pour cela, on va se servir de différentes sources. Notre recommandation, c'est de faire aussi des benchmarks sectoriels. Ça peut permettre d'aller plus vite. Bien sûr, de s'appuyer sur la CSRD, donc les sujets, les sous-sujets qui sont présentés dans les ESRS et dans l'acte délégué. Et bien sûr, ensuite de s'appuyer sur toutes les sources internationales. Il y a la matrice SASB qui donne des enjeux sectoriels. Il y a aussi le Global Risk Report du Forum économique mondial. Donc voilà, il y a pas mal. Et bien sûr, dont parlait Iris, les standards du GRI. Donc toute cette matière, vous pouvez les utiliser pour déterminer votre liste. Et ensuite, une fois que vous allez faire cet exercice de matérialité, vous allez devoir aussi expliquer pourquoi certains sujets de la CSRD ne sont pas matériels pour vous. Donc il faudra expliquer toute la méthodologie de construction de ces enjeux, de cette cartographie des enjeux. Et donc l'étape d'après, c'est d'interroger ces parties prenantes,
Donc, ça peut passer par des enquêtes qualitatives, donc des entretiens, des groupes de travail avec des panels de parties prenantes. Ça peut aussi passer par des enquêtes quantitatives en envoyant des questionnaires. Et ensuite, il s'agit de consolider les résultats, les intégrer à la feuille de route CSRD. Et puis, le calendrier à prévoir pour mettre en place une matrice de double matérialité, c'est environ 3 à 6 mois, suivant la taille de l'entreprise et puis le nombre de parties prenantes consultées. On va peut-être laisser justement Émilie faire un retour d'expérience sur ce sujet-là. Émilie, si tu veux bien prendre la parole, expliquer. Alors, j'aime bien tenir le timing et on est en train tout petit peu de déraper un peu. Et c'est pas sur toi qu'on va la rattraper. Donc, j'aimerais qu'on garde aussi. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. J'arrive pas à les voir parce que je suis en mode présentateur. Donc, s'il y a déjà des questions, je compte sur toi, Lucie, s'il te plaît, pour les regrouper par typologie, pour qu'on ait un peu de temps à la fin. Mais Émilie, est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience, s'il te plaît, sur ce que vous avez lancé chez vous, justement, ce qu'on a fait ensemble. Nous, comme on l'a dit en introduction, la RPP, on est 25 collaborateurs. On est une association loi 1901, donc théoriquement, on n'est pas concerné. Vous êtes dans aucun seuil, vous. Par la CSRD, son champ d'application et la double matérialité, comme l'a développé Iris tout à l'heure. Donc nous, pourquoi on a fait la double matérialité, c'est comme tout ce qu'on fait en RSE à la RPP, c'est vraiment une démarche volontaire, en gardant à l'esprit que si on est 25 en interne, on travaille avec de multiples organisations nationales et internationales et à peu près 800 adhérents qui, eux, dans la très grande majorité, sont concernés par la CSRD. Et donc, pour nous, c'était important aussi de pouvoir parler le même langage qu'eux et, si j'ose dire, de mieux vaut prévenir que guérir, puisqu'il y a bien un moment où aussi on pourrait être sollicité sur leurs propres critères ESG et leur reporting extra-financier. Donc, on l'a fait pour ça. Moi, je l'ai fait aussi en parallèle. Donc, moi, c'est Florian et Lucie qui m'ont très bien accompagnée sur le sujet. C'était un peu particulier parce qu'on était en processus de labellisation, mais pas Positive Company, ou c'est mal, pardon. AFNOR, label engagé RSE. Donc, c'est aussi une proposition qui était faite par les équipes et c'était top sur le sujet. Donc, c'était aussi de pouvoir, moi, structurer une démarche RSE toujours dans cette vision risque-opportunité, avec une définition claire de nos enjeux prioritaires. Et aussi, du coup, satisfaire en fait aux exigences de cette labellisation, puisque forcément, une étape clé, c'est d'avoir au moins la matrice de matérialité simple, celle en toute transparence vers laquelle je m'orientais initialement. Mais Florian et Lucie m'ont dit, il faut faire la double matérialité. Quitte à faire une matérialité, faisons la double, Émilie. Voilà. Et nous, comme enjeu, c'était aussi de se dire qu'on va être les premiers à le faire pour notre secteur. Et comme avec tout ce qu'on fait en matière de RSE, même avec le label AFNOR, engager en fait les acteurs avec qui on travaille, puisqu'on est vraiment au cœur d'un écosystème dans l'interprofession publicitaire, à vouloir aussi faire l'exercice et pas subir une double matérialité tardivement. Voilà, donc montrer un peu l'exemple, même si j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas inciter les personnes à s'y intéresser en amont. Inspirer. Voilà, inspirer, voilà. Très beau. Alors, comment s'est déroulé le projet du coup exactement comme Lucie l'a dit. Nous, à la différence près qu'au sein du comité de pilotage RSE, on était déjà bien avancé sur la définition des enjeux, la cartographie des parties prenantes. Donc, on avait déjà fait un projet de questionnaire. Et c'est là que je me suis dit, fort justement, je pense, sans vouloir me jeter des fleurs, qu'il fallait un petit peu de recul plutôt de professionnels vraiment sur le sujet, qui gèrent le questionnaire, qui est plus d'anonymat sur les réponses à apporter au questionnaire de la double matérialité. Et donc là, on s'est fait très bien accompagner donc, par Lucie et Florian, qui ont du coup regroupé, retiré des enjeux qui étaient, comme le dit très bien Florian d'ailleurs, très exotiques peut-être, plutôt que très pratique sur notre métier. Donc ça, c'est bien, on est passé de, je crois, 26 à 16 enjeux prioritaires.
Le questionnaire est envoyé, très bien géré. Et ensuite, on a eu un accompagnement, au moins un point toutes les semaines, si ce n'est plus, pour justement avoir des retours sur l'élaboration du questionnaire, la méthode d'envoi, les questions RGPD qui ne sont pas si simples, encore moins sur nos sujets, puisqu'on a des adhérents qui sont très, très précautionneux forcément de leurs données personnelles et de la sécurité de leurs données. Voilà. Et une restitution toutes les semaines du nombre de réponses, une restitution des résultats. Donc, ce qui était appréciable aussi, c'est que nous, comme on est une association, c'est vrai que le budget RSE est pas forcément aussi élevé que pour les acteurs qui sont concernés par la CSRD. Donc, on avait vraiment cette faculté de pouvoir choisir par tiroir les prestations de Positive Company et avoir, en fait, pour moi, la restitution d'un document très clair qui m'a permis d'établir moi-même la matrice de matérialité. Voilà, donc c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Je me rendrai disponible s'il y a des questions sur le sujet. Super. C'est très clair. Merci beaucoup, Émilie, là-dessus. Et du coup, ça m'amène, je dirais, à la question suivante. Fanny, aujourd'hui, quand on est une plus grande entreprise qui va être soumise justement à ces enjeux-là, comment on s'y prépare? C'est une question ouverte, mais qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas dans un groupe comme celui de Reward. Est-ce que tu veux bien faire un retour d'expérience aussi? Où est-ce que vous en êtes aussi sur ces sujets-là? C'est ton micro qui est coupé, Fanny, pour l'instant. Désolé. Merci. Je pense que Iris et Lucie ont bien démontré que ça serait compliqué un petit peu pour tout le monde. En fait, nous, on est donc déjà assez gros, on est 1200, on a 81 marques, 11 univers thématiques et on était donc soumis déjà à la DPEF. Donc, on fait l'exercice de la DPEF depuis 2021. Ce n'est pas non plus un exercice sur lequel on a énormément d'expérience, mais malgré tout, de l'avoir déjà fait une fois, disons que ça familiarise avec l'exercice, ce qui est déjà en soi un avantage. Et en fait, nous, comment on s'y prépare aujourd'hui? On capitalise en fait sur ce qu'on fait déjà dans la DPEF et sur tout le travail qu'on a pu faire avec PKF et avec Positive Company sur les différents exercices, c'est-à-dire la force de nos indicateurs, ce sur quoi on est pertinent, ce sur quoi on est déjà bien en place, ce sur quoi il faut qu'on travaille à l'avenir, etc. Après, comment on s'y prépare? On a regardé la méthodologie. En tout cas, moi, j'ai suivi aussi des formations sur le sujet. Je participe à des webinaires comme celui-là aussi pour m'informer. Et clairement, donc, on se renseigne sur la méthodologie. Et on a vu que de toute façon, il va falloir que très rapidement, on fasse l'analyse de, par exemple, des indicateurs en gros, des indicateurs qu'on avait pour la DPEF et qu'on fasse la différence avec ceux qu'il va falloir fournir pour la CSRD. Exactement comme l'a dit, je crois que c'était Iris. Voilà, très bien. Voilà, c'était exactement ce que je voulais dire. Moi, j'aurais inversé 2 blocs, je crois, Iris, dans cette chronologie-là de mon expérience dans cette entreprise. C'est que je pense que le travail d'identification des thématiques matérielles va pas mal se faire avec le département et la gouvernance RSE. Parce que on aime bien former ensuite, nous, la gouvernance aussi en fonction des sujets qu'on aime pousser chez eux. C'est-à-dire qu'on leur donne pas complètement la question ouverte. On les accompagne un petit peu aussi sur nous, les enjeux qu'on voit émerger avec le travail qu'on fait. Et donc, en fait, la particularité du groupe, c'est aussi que là, on est en train de travailler le périmètre de cette CSRD. Donc, c'était l'enjeu aussi dont tu as parlé, Iris. En fait, on est en train de faire notre premier bilan carbone et sur un groupe comme le nôtre qui a 73 filiales, donc pas mal, on est justement en train de se poser la question du périmètre. Je crois que tu soulevais, Iris, en disant, c'était Iris ou Lucie, je ne sais plus, pardon, qui disait que pour certaines filiales qui passent elles-mêmes le seuil de la CSRD, se poser la question de faire elles-mêmes l'exercice ou d'être intégrées dans l'exercice groupe. Typiquement, voilà, on est en train, y compris pour le bilan carbone, on se pose tout le temps la question du périmètre. Et c'est un sujet qu'on n'a pas encore tranché à date, c'est toujours en réflexion.
Ensuite, on a une autre approche. On sait déjà qu'il va falloir qu'on fasse donc notre double matérialité, ce que nous, on n'a pas encore fait, contrairement à la RPP. Mais je veux bien du partage d'expérience, Émilie, ça m'intéresserait aussi. Il n'y a pas 73 filiales, la RPP. C'est ça. Mais nous, alors voilà, donc l'avantage, c'est que comme on travaillait déjà avec Positive Company pour notre DPEF, un peu comme la RPP, on a bien avancé dans notre cartographie des parties prenantes. Donc, c'est déjà un avantage. Je pense que c'est vraiment la base de partir des cartographies de parties prenantes. J'ai échangé avec une responsable RSE il n'y a pas longtemps qui me disait justement qu'elle pensait avoir identifié des enjeux matériels pour elle, et en faisant des questionnaires et en ouvrant le dialogue avec ses parties prenantes, elle s'est rendue compte que ce n'était pas forcément là où elle était vraiment attendue. Donc, je pense que c'est vraiment un exercice de prise de recul. Je crois que c'est toi qui disais ça, Charles, qui me paraît très important, très structurant. Donc, cet exercice de cartographie des parties prenantes et d'analyse de matrice de double matérialité. Et ensuite, ce qu'on a décidé de faire, c'était donc de partir des résultats à la fois du bilan carbone, à la fois de la matrice de double matérialité, pour identifier les sujets RSE, enfin les sujets ESRS qu'on allait traiter en priorité. On espère que ça va recouper déjà certains chantiers qu'on a lancés depuis qu'on a lancé la stratégie RSE en 2020. Et évidemment, peut-être que ça fera émerger des nouveaux sujets qu'on n'a pas anticipés. Donc, pour l'instant, nous, notre façon de faire les choses, c'est d'avancer par étapes. On essaie de ne pas se projeter à l'avance sur des présupposés de ce que peut être l'attendu de la CSRD. On essaie de faire un travail pertinent, entre guillemets. Donc, on attend de voir vraiment là où on est attendu par nos parties prenantes, ce qui rejoindra très certainement notre stratégie d'entreprise. Ensuite, on va forcément faire ce que disait Iris, c'est former la gouvernance. Et en fait, c'est plus que former la gouvernance. Je me suis noté ce que tu as dit. C'est vraiment homogénéiser la connaissance de ce que c'est la RSE dans ce groupe-là. Donc, c'est au-delà de connaissances plus globales sur la RSE, parce que les gens commencent à être quand même bien formés, même si on va encore appuyer la chose. On a l'ambition de former tous les collaborateurs, ne serait-ce qu'à la fresque du climat. Donc, bon, on avance là-dessus sur une formation générale. Mais pour la gouvernance, c'est vrai que l'enjeu, c'est de dire, nous, en tant que groupe, comment on avance en cohésion, surtout quand on a 73 filiales, est-ce qu'on va tous dans le même sens, et est-ce qu'on a la même dynamique et la même vision RSE. Et en fait, on essaye de capitaliser vraiment sur la connaissance de nous-mêmes que la CSRD va nous donner l'opportunité d'avoir. C'est vraiment, moi, je le vois vraiment un peu comme de la recherche. On va générer de la connaissance qui est censée nous être utile. Et c'est vrai que par rapport après aux enjeux de communication et d'action, pour l'instant, on ne se rend pas trop compte, mais je pense qu'on assumera pour un premier exercice de ne pas être présent partout. En essayant de se donner des feuilles de route sur ce sur quoi on ne sera pas encore actif sur le premier exercice. Il y a certainement des ESRS sur lesquels on n'aura pas forcément de données à communiquer, mais on s'en servira pour faire une feuille de route en année 2, en année 3. Et puis surtout, je pense que en plus de ça, pardon, c'est pas surtout, mais en plus, je garde vraiment en tête, moi, le fait que l'audit va passer de l'assurance si je ne dis pas de bêtises, assurance modérée à assurance raisonnable. Et donc, tout ce travail, en fait, moi, ce que je garde en tête vraiment, c'est que tout doit être documenté, tout doit être consolidé. Il faut passer à la culture de l'écrit, passer à la culture de la collecte des données. Voilà, et j'essaye de ne pas me focaliser sur les indicateurs, parce que pour moi, les indicateurs doivent traduire notre politique, c'est-à-dire que un indicateur ne fait pas une politique, il doit traduire une politique. En revanche, j'essaye de faire en sorte que dès qu'on fait quelque chose, on génère une donnée, pour que cette donnée puisse nourrir des indicateurs qui seront révélateurs et qui permettront que notre rapport de durabilité in fine soit réellement fidèle à notre action. Voilà. Extrêmement intéressant, hein. On part de l'objectif et non pas d'un besoin de reporting. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, Fanny. Merci. Je pense que vous allez avoir pas mal de questions. Il y avait un dernier quiz, je propose qu'on le garde pour la fin si vous voulez bien. Je vais arrêter mon partage d'écran dans 2 minutes. Juste avant d'arrêter mon partage d'écran et passer aux parties questions,
Vous allez recevoir, hein, tous les participants et tous ceux qui sont inscrits ce petit support. Donc, juste pour vous rappeler qu'ici, vous avez 2 questionnaires qui ont été faits par PKF pour savoir où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous êtes prêts sur la CSRD. Donc, n'hésitez pas à aller vous tester là-dessus, c'est intéressant. Et je termine juste par ça avant les questions-réponses. On a aussi pas mal d'événements qui arrivent, hein, dans les prochaines semaines. Il y en a déjà un demain. Franchement, je vous invite à vous inscrire. C'est à 11h. Sur un retour d'expérience sur la labellisation de DLPK. Donc, on parlait de finance depuis tout à l'heure. C'est une société qui est spécialisée dans la finance, qui fait, je crois, 200 ou 300 collaborateurs. Et puis, avec 7 filiales aussi, ou si je dis pas de bêtises, ou 5. Et on a une petite entreprise qui s'appelle RM Étiquette, entreprise familiale. Les deux ont passé le label. Ils vont vous faire un témoignage qui va être vraiment intéressant. On a un autre webinaire qui est prévu en novembre sur notre deuxième métier qui est l'audit RSE des fournisseurs avec GRT Gaz dans le retour d'expérience. On a évalué leurs 100 plus importants fournisseurs sur les 6 derniers mois. Et puis surtout, c'est chouette les visios, mais allons nous voir en vrai, rencontrons-nous. Vous avez 2 événements d'ici fin d'année, un sur Lyon le 12 octobre, donc c'est demain. On va discuter avec Elmi qui est en cours de labellisation et qui est passé la semaine de 4 jours, comme nous on est à 4,5, donc on va avoir un débat sur ce sujet-là. Et puis on peut se retrouver ensemble aussi à Lille le 7 décembre pour un événement aussi au sein des locaux de la Voie du Nord qui est en cours de labellisation aussi, Positive Company. On n'a pas encore défini tout à fait le thème de la table ronde, mais il sera toujours passionnant comme d'habitude. Voilà, donc je laisse la place, si vous voulez bien, aux phases de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si vous en avez pu. Je ne sais pas, Lucie, est-ce que tu as pu jeter un petit coup d'œil sur les questions qui auraient pu arriver depuis j'ai vu ce qu'il a. J'espère un jour sur Strasbourg, oui, j'aimerais bien. Il y a une question en tant que PME non cotée. Je ne suis pas soumis à la CSRD. Cependant, comment mettre en place un reporting volontaire compatible au plus proche de ce standard? Peut-être Iris? Ouais. Bah, alors, ce qui est clair, c'est que les boîtes qui ne sont pas soumises, et c'était un peu le retour d'Émilie de la RPP, hein, peut-être de manière préventive, mais vont être sollicitées de toute façon par certaines de leurs parties prenantes pour fournir des informations sur ces sujets-là. Donc, leur partie prenante, le marché, va pas attendre d'elle qu'elle publie un rapport de durabilité complet et exhaustif, mais par contre, les attentes globales, les attendus de manière générale vont augmenter. Comme c'était déjà le cas au cours des dernières années. Comment aller vers une conformité CSRD sans y être soumis? J'ai envie de dire en appliquant les mêmes normes. Après, ça fait peut-être beaucoup, mais en tout cas, vous aurez du coup la liberté de prioriser en fonction des attentes de vos parties prenantes. Comme je le répondais dans le chat à une des questions sur on s'inquiète des coûts humains et financiers liés à cette mise en conformité, et Fanny le disait d'ailleurs dans son témoignage, prioriser, quoi. Parce que de toute façon, il faut pas se complexer, quoi. Je veux dire, moi, j'ai des groupes de 10 000 personnes, ils feront pas tout. Et pourtant, ils ont les moyens et tout ça. Mais c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de temps, de maturité, de mise en place. Fanny voulait intervenir justement dessus. Oui, Fanny. Je voulais appuyer ce que disait Iris sur, je pense que ce qui est vraiment clé quand on fait une démarche volontaire, c'est vraiment de l'inscrire dans les besoins de nos parties prenantes. Si vous avez des clients ou si vous avez des parties prenantes qui sont clés pour votre modèle d'affaires, je pense que c'est vers elles qu'il faut vous tourner et leur demander voir avec elles ce qui peut leur être utile à elles et prioriser vos chantiers éventuellement en fonction de ça. Je ne sais pas si tu rejoins ce point, Iris. Tout à fait. Question, il est 11h58, on a encore. Vous pouvez aussi la poser à l'oral, hein, n'hésitez pas, l'interactivité c'est sympa aussi. N'hésitez pas à reprendre la main. On n'a pas. J'en profite alors pour partager une petite phrase que j'ai trouvée chouette. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait dite. Je crois que c'était on était en formation justement sur la CSRD et la personne avait dit on est tous le scope 3 de quelqu'un d'autre. Et en fait, je pense que c'est un peu une idée à garder en tête, c'est que dans cette logique soit de carbone, soit de chaîne de valeur, on est tous interconnectés dans nos chaînes de valeur et c'est un peu ce qu'il faut garder en tête, c'est que nos actions doivent être cohérentes avec tout notre écosystème, quoi. Iris, tu voulais répondre là-bas? Christelle, est-ce que vous pouvez préciser votre question dans le chat? Vous avez écrit la priorisation peut-elle ne s'appliquer qu'à certaines directions et pas d'autres? Exemple, exclure la direction commerciale. C'est intéressant. Oui. Est-ce qu'un groupe peut exclure certaines directions, certains secteurs de ses obligations, notamment de la communication?
C'est-à-dire en priorisant, par exemple, que les directions qui sont au siège. Alors, si vous êtes soumis sur un plan légal, ça ne sera pas considéré comme conforme, en quelque sorte. Après, si vous n'êtes pas soumis, chacun construit la démarche qui lui semble la plus pertinente. Dans votre exemple, vous disiez exclure la direction commerciale. Le commerce est très connecté à la RSE, en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de clients Juste les correspondants commerciaux parce qu'ils sont externes, sous-traitants ou les commerciaux sur le terrain. C'est là le plus dur de les inclure dans la démarche. Je pense que dans la dynamique de mobilisation en interne, avec votre organisation spécifique, il doit y avoir effectivement des adaptations à prendre et peut-être des raccourcis. Après, c'est vrai que les commerciaux, c'est eux qui diffusent l'image de l'entreprise auprès de tous les prospects et les clients du marché, éventuellement même des concurrents. Donc, est-ce que c'est à mettre en second plan ou est-ce qu'il y a une astuce à trouver pour réussir à les mobiliser, les sensibiliser pour qu'ils portent cette image-là du groupe? À discuter, à réfléchir. Mais je comprends que ce soit pas forcément simple. On remercie à tout le monde et surtout Iris et nos deux intervenantes, Fanny, Émilie, et puis sans oublier évidemment Lucie. Merci pour avoir préparé ce webinaire et cet atelier. Merci pour vos réponses extrêmement pertinentes. C'est un sujet de longue haleine. Merci de vous impliquer sur ces sujets-là. On termine par une petite question de ressenti. Quel est votre niveau de confiance quant à votre capacité à vous conformer à la CSRD avec 1, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire et 5, nous sommes confiants. On va sortir ce petit sondage si vous voulez parce qu'on adore ça, les sondages chez Positive. Donc n'hésitez pas à répondre à cette question. Donc 1, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire, 5, nous sommes confiants. Ben, moi je vais mettre 5. Voilà. Et je ressouligne ce qu'on disait en début de webinaire suite à un commentaire qui est dans le chat. Oui, on peut rappeler à nouveau que l'obligation de cette directive, c'est une obligation de communication transparente sur les thèmes qui seront jugés matériels par l'analyse de complémentarité. Donc, c'est pas une obligation de résultat, en tout cas pas en termes d'action ou d'indicateurs ou de seuil à atteindre ou autre. C'est à ce stade, et ça, c'est le dispositif qui est mis en place par l'Europe. Hein. C'est la volonté, c'est de mettre en place un dispositif qui encourage à aller vers, mais que quelque part, le marché financier amène la contrainte en utilisant la donnée et en la réclamant aux entreprises. Parfait. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon appétit et bonne préparation à cette CSRD. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait un peu YouTuber, mais c'est la réalité. Merci beaucoup.